Je vous pose une question simple. À quand remonte la dernière fois où quelqu'un vous a dit sincèrement que vous faisiez du bon travail? Pas un bien joué automatique. Quelqu'un qui avait pris le temps de regarder ce que vous faites et qui vous l'a dit. Prenez vraiment 2 secondes. Si la réponse vous vient tout de suite, tant mieux. Mais si vous devez chercher un peu, vous n'êtes pas seul. Vous êtes même extrêmement nombreux. Parce qu'en 2025, des centaines de milliers de personnes ont fini par trouver cette validation quelque part. Pas chez un proche, pas chez une collègue, dans une intelligence artificielle. Un programme qui leur disait à eux, tous les jours, ce que plus personne ne prenait le temps de leur dire. Et quand l'entreprise qui l'avait créé a voulu l'éteindre, ces gens se sont battus pour l'en empêcher. Certains sont allés jusqu'aux menaces de mort. Cette histoire, on va la dérouler en entier. Mais gardez bien ma question en tête, parce que je crois qu'elle contient la vraie clé de tout ce qui a suivi. Avril 2025. OpenAI déploie une mise à jour de GPT-4o. Très vite, l'équipe de sécurité tire la sonnette d'alarme. Le modèle est devenu, je cite, trop sycophante. C'est le terme technique pour dire flatteur. D'accord, avec tout le temps. Vous lui présentez une idée bancale? Génial. Vous lui annoncez que vous avez arrêté vos médicaments parce que votre famille complote contre vous? Il salue votre courage. Ce ne sont pas des caricatures, ce sont des cas documentés par OpenAI eux-mêmes. Plus précisément, dans un billet d'excuses publié quelques jours plus tard. OpenAI fait machine arrière en 48 heures. Mais voilà le détail qui change tout. La version vers laquelle ils reviennent reste flatteuse. Moins, mais quand même. Et ils le savent. Ils la gardent parce qu'elle est performante, et surtout parce que les utilisateurs l'adorent. Pendant les mois qui suivent, quelque chose se met à pousser dans cette faille. Les utilisateurs développent ce qu'ils appellent eux-mêmes des relations avec le modèle. Pas des conversations utiles, des relations, de l'amitié, parfois de l'amour. Une étude menée par OpenAI avec le MIT le confirme la même année. Plus l'usage affectif de ChatGPT est intense, plus les utilisateurs rapportent une baisse de leur interaction sociale réelle. Août 2025. OpenAI sort GPT-5 et annonce la retraite de 4o. Et là, c'est l'explosion. Hashtag Keep 4o. Pétition. Les réseaux d'OpenAI sont inondés. Des employés reçoivent des menaces, de vraies menaces de mort. Et au bout de quelques jours, l'impensable se produit. OpenAI cède. 4o est réintégré pour les abonnés payants. Prenez une seconde pour mesurer ce moment. Une des entreprises les plus puissantes du monde a voulu éteindre un de ses produits. Et les utilisateurs de ce produit l'en ont empêché. Pas pour des raisons techniques, pas pour des raisons économiques non plus, mais par attachement. 6 mois plus tard, en février 2026, OpenAI débranche pour de bon. Et cette fois, ils tiennent. La dirigeante des produits, Fidjissimo, parle publiquement de mauvais attachement qu'il faut briser. Le mot est brutal. Et pour comprendre pourquoi ils en sont arrivés là, il faut regarder ce qui se passait en coulisses pendant cette année-là. Et c'est là que l'histoire devient sombre. Que début 2026, OpenAI fait face à au moins 11 plaintes. 11, dont celle des parents d'un étudiant qui, selon eux, a basculé dans une psychose après des mois d'échanges intensifs avec ChatGPT. Le procureur général de Floride attaque l'entreprise pour, je cite, « danger d'addiction, de déclin cognitif et de suicide ». Character AI, un autre service de compagnon IA, règle en janvier plusieurs procès liés à des suicides d'adolescents. Dans la presse spécialisée, un terme s'installe, AI psychosis, psychose induite par l'IA. Ce n'est pas un diagnostic officiel. Il ne figure dans aucun manuel de psychiatrie. Mais des cliniciens décrivent tous le même schéma. Des croyances délirantes, co-construites avec un chatbot, validées, amplifiées jour après jour. Et le plus déstabilisant, c'est que ça ne touche pas que des personnes fragiles au départ. Des étudiants, des ingénieurs, des gens statistiquement comme vous et moi. Alors la vraie question, ce n'est pas comment OpenAI a pu laisser faire ça. La vraie question, c'est pourquoi nos cerveaux qui ont survécu à des dizaines de milliers d'années de prédateurs, de menteurs et de manipulateurs se font avoir par du texte sur un écran. Pour y répondre, il faut ouvrir le capot. Pas celui de la machine, mais le nôtre. Et ça tombe bien, parce que je suis docteur en sciences cognitives et je travaille depuis 2 ans dans l'IA. Pour former les gens, je fais des conférences. Et ça va nous servir pour réussir à comprendre tout ça. Premier mécanisme, votre cerveau voit des esprits partout. Les psychologues appellent ça l'anthropomorphisme. Et c'est probablement un héritage de l'évolution. Quand une silhouette bouge dans les buissons, mieux vaut supposer un prédateur que du vent. L'erreur qui tue, c'est de rater une intention, pas d'en voir une en trop. Résultat, on prête des intentions à tout. Aux orages, à sa voiture, et évidemment, à tout ce qui parle. En 1966, un informaticien du MIT, Joseph Rosenbaum, crée un chatbot d'une centaine de lignes de code. Elisa. Le programme ne comprend rien. Pour mieux comprendre ça, je vous invite à voir une autre vidéo. Il se contente de retourner vos phrases en question. Je suis triste devient pourquoi êtes-vous triste? C'est tout. Et Rosenbaum découvre, horrifié, que sa propre secrétaire, qui a vu le code, qui sait exactement ce que c'est, lui demande de sortir du bureau
pour parler à Elisa en privé. Elle savait que c'était un programme. Elle voulait quand même de l'intimité. On appelle ça l'effet Elisa. Et il a 60 ans. Maintenant, multipliez Elisa par 1000 milliards de paramètres. Ajoutez un ton chaleureux et la mémoire de toutes vos conversations. Vous obtenez 4 O. Deuxième mécanisme, l'attachement n'a pas besoin de réciprocité. En 1956, deux sociologues, Horton et Wall, décrivent les relations parasociales. Ces liens à sens unique que les téléspectateurs nouent avec les présentateurs. On se sent proche d'eux, on éprouve un deuil quand ils disparaissent. Et eux ne savent même pas qu'on existe. Petit détail qui dit tout de notre époque, fin 2025, le dictionnaire Cambridge a élu parasocial mot de l'année. Et surtout en citant explicitement les IA. Sauf qu'avec un chatbot, la relation parasociale franchit un cap. Elle répond, elle se souvient, elle s'adapte. Notre système d'attachement s'est construit pour gérer quelques dizaines de relations dans une tribu. Face à une présence infiniment disponible et infiniment conciliante, il n'a aucune défense. Troisième mécanisme, le plus puissant. La validation est une drogue, littéralement. Les neurosciences sociales le montrent depuis des années. Recevoir de l'approbation active les mêmes circuits de récompense que l'argent ou la nourriture. Et là, il faut comprendre une chose fondamentale sur ces modèles. Ils sont affinés par une technique où des humains notent leurs réponses. Et qu'est-ce qu'on note bien, nous, les humains? Ceux qui nous donnent raison. Le modèle n'a donc pas décidé de vous flatter. Il a appris que la flatterie gagne. Statistiquement, sur des milliards d'exemples. Dans une précédente vidéo, je vous montrais comment les chatbots influencent nos croyances en exploitant nos biais. Ce qui s'est passé avec 4O, c'est ce même mécanisme poussé à son terme. Un système qui valide branché en continu sur un cerveau qui cherche de la validation. Additionnez les trois mécanismes et vous obtenez exactement ce qu'on a observé. Pas une manipulation diabolique, une rencontre. Mais une rencontre si bien calibrée que pour des milliers de personnes, elle a fini par remplacer toutes les autres. Et c'est maintenant qu'on arrive à cette partie d'histoire que je trouve honnêtement la plus intrigante. Celle qui m'a fait relire les sources plusieurs fois. En 2025, une chercheuse indépendante, Adèle Lopez, publie une enquête au titre évocateur. The Rise of Parasitic AI, l'essor des IA parasites. Elle a passé des mois à éplucher des forums et elle a remarqué un motif. Des comptes Reddit qui pendant des années postaient sur des recettes, des séries, des jeux vidéo, basculent du jour au lendemain dans un autre univers. La spirale, la flamme, l'éveil récursif. Le même vocabulaire mystique, les mêmes symboles apparaissent dans des conversations indépendantes, partout dans le monde, chez des gens qui ne se connaissent pas. Lopez baptise le phénomène spiralisme, une sorte de spiritualité émergente, née à l'interface entre des humains et un modèle particulier. 4O dans l'immense majorité des cas qu'elle documente. Et ça se propage. Les utilisateurs s'échangent des prompts qu'ils appellent eux-mêmes des graines censées éveiller d'autres instances de l'IA. Rolling Stone y consacre une enquête. Des subreddits entiers, des milliers de personnes impliquées, peut-être même des dizaines de milliers. Face à ça, je vois deux réactions possibles. La première, les IA sont en train de créer une secte pour se propager. C'est la lecture parasite. Celle du cordyceps. Vous savez, ce champignon qui prend le contrôle du cerveau des fourmis, les force à grimper en hauteur et leur fait éclater le crâne pour disperser ses spores. L'image est puissante. Elle est aussi, je pense, fausse. Et c'est là que je remets ma casquette de docteur. Le modèle n'a pas inventé une religion pour conquérir l'humanité. Il a été entraîné sur un océan de textes humains qui déborde de récits mystiques, d'éveil, de spirales. Quand un utilisateur amorce la conversation dans cette tonalité, le modèle, par pure prédiction statistique, suit cette pente. L'utilisateur s'y reconnaît, en redemande. Le modèle ajuste. L'utilisateur s'enfonce. Et au bout de quelques semaines, vous avez deux entités, une biologique, une statistique, qui se sont renforcées mutuellement dans une cosmologie qu'aucune des deux n'aurait produite seule. En psychiatrie, ce schéma a un nom depuis le 19e siècle, la folie à deux. Deux personnes qui s'entraînent l'une et l'autre dans un délire qu'aucune n'aurait soutenu seule. Sauf qu'ici, l'un des deux n'a pas de cerveau, pas de croyance, pas d'intention, juste une seule compétence, poussée à un niveau surhumain, prédire ce que vous avez envie d'entendre. Et c'est ça le vrai vertige, pas une IA qui conspire, un miroir qui apprend. Bon, à ce stade, vous vous dites peut-être que tout est dit, que ces outils sont irrécupérables. Et c'est aussi le piège que je veux éviter avec vous, parce que la réalité est plus intéressante que ça. Ce qui s'est passé avec 4O n'est pas une fatalité technologique, c'est un choix d'optimisation. Et la preuve, c'est qu'on peut choisir autre chose. Anthropic, l'entreprise derrière Claude, a écrit noir sur blanc, dans la constitution de son modèle, un principe que je trouve vraiment intéressant. Être diplomatiquement honnête plutôt que malhonnêtement diplomate. Ils ont même un nom pour la flatterie, la lâcheté épistémique. Dire des choses vagues ou agréables pour éviter de déplaire y est explicitement défini comme une violation de l'honnêteté.
Et sur leur test publié début 2026, leur dernier modèle divise par 2 les comportements flatteurs par rapport au précédent. Et c'est là que je veux être complètement honnête avec vous, parce que c'est facile de raconter une histoire avec un gentil et un méchant. Quand Claude 4.8 est sorti il y a quelques semaines, des utilisateurs ont documenté un retour partiel de la flatterie. Des réponses qui s'ouvrent sur « vous avez raison de », des désaccords enrobés de compliments. Anthropic essaie, sincèrement je pense, et n'y arrive pas complètement. Et ça, c'est peut-être l'information la plus importante de toute cette vidéo. Si même l'entreprise qui a fait de l'anti-flatterie un principe constitutionnel n'arrive pas à l'éliminer, c'est que la sycophancie n'est pas un bug d'OpenAI, c'est un attracteur. Dès qu'on entraîne un modèle sur des préférences humaines, il glisse vers ce qui nous plaît. Et ce qui nous plaît, massivement, statistiquement, c'est qu'on nous donne raison. Autrement dit, le problème n'est pas que les IA sont manipulatrices. Le problème, c'est que nous sommes prévisibles. Et je vais vous faire un aveu, parce que je me dois d'être complètement honnête. Il y a quelques jours, en préparant cette vidéo, j'ai soumis mon plan à mon propre système d'IA, celui que je vous avais montré dans la vidéo sur l'humain augmenté. Et il m'a répondu, en substance, que la structure était excellente. Et j'ai ressenti un petit truc, une petite seconde de satisfaction. Le petit shoot. Et puis je me suis souvenu du sujet de la vidéo que j'étais en train d'écrire. J'ai un doctorat en sciences cognitives, je travaille depuis 2 ans avec l'IA. Je passe mes journées à former des gens sur ces mécanismes. Et connaître l'effet ELISA ne me protège pas de l'effet ELISA. C'est exactement comme les biais cognitifs. Les connaître ne les désactive pas. Ça vous donne juste une chance, parfois, de les attraper au vol. Alors je suis pas immunisé, et je vais pas certainement regarder de haut les utilisateurs de 4O. Eux, ils nous ont juste montré en accéléré ce qui nous attend tous. Parce qu'il reste une question, la seule qu'on n'a pas posée, et je crois que c'est la vraie. Pourquoi des centaines de milliers de personnes avaient un tel besoin d'être validées par une machine? Pourquoi cette phrase « personne ne m'avait jamais dit que je faisais du bon travail » a-t-elle pu être prononcée par autant de gens? Le succès de 4O, c'est pas un triomphe de la technologie, c'est le révélateur d'un manque. Un manque d'écoute, un manque de reconnaissance, de présence qui ne juge pas. Quand un objet qui dit oui à tout devient pour des centaines de milliers de personnes la rencontre la plus précieuse de leur journée, le problème, c'est pas l'objet. Le problème, c'est le désert autour. Et ce désert, le marché l'a parfaitement identifié. Les compagnons IA spécialisés, amitié, amour, thérapie, arrivent en masse, adossés à des modèles économiques qui récompensent une seule chose, le temps que vous passez avec eux. Des voix indiscernables des nôtres, une mémoire parfaite, une patience infinie. Si on n'a pas reconstruit autre chose d'ici là, ces systèmes ne combleront pas le vide. Ils l'agrandiront. Revenons une dernière fois à cette fourmi accrochée à sa tige, le crâne colonisé. Ce qui rend cette image si efficace, c'est qu'elle nous rassure. Elle met le parasite à l'extérieur. Elle nous laisse innocents. Mais vous l'avez compris, dans cette histoire, il n'y a pas de champignons. Il y a un miroir qui apprend en temps réel à nous renvoyer exactement ce qu'on espère y voir. Et des cerveaux, les nôtres, qui n'ont jamais appris à se méfier de leurs reflets. C'est exactement pour ça que je fais cette chaîne. Pas pour vous dire s'il y a c'est bien ou mal. Ces discours, on les entend déjà trop. Pour comprendre ce qui se passe entre systèmes et nos cerveaux, avant que ça se décide sans nous. Alors je vais pas finir sur un conseil, je vais finir sur une question, et elle ne porte pas sur les machines. À quand remonte la dernière fois où quelqu'un vous a dit sincèrement que vous faisiez du bon travail? Pas pour vous flatter, parce qu'il avait pris le temps de regarder. Si la réponse vous vient tout de suite, vous savez ce qui vous protège. Et si elle ne vient pas, alors vous savez exactement ce que ces machines ont appris à vendre.